Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 20 juin 2022 et j'ai le plaisir d'être en compagnie de Elisabeth Fries et l'art du mandala. Bonjour Elisabeth. Bonjour Clara. Première question, qui es-tu Elisabeth? Vaste question. Eh bien, je dirais que j'ai 63 ans déjà, une jeune mamie. Et avant tout, je suis aussi cosmopolite, puisque j'avais une maman suédoise et puis un papa français. Et j'ai donc beaucoup voyagé. Donc j'aime aller à la rencontre des cultures et des gens et pour communiquer sur différents sujets avec eux, et transmettre, être dans le partage. Voilà. Ok. Donc le voyage. Le voyage, entre autres. Donc toi, tu te définis, Elisabeth Fries, le voyage et aller à la rencontre des autres. Oui. Alors en même temps, alors je peux quand même préciser que j'ai un parcours sans doute atypique, puisque je suis une scientifique à la base. J'ai fait une formation en sciences de la vie, c'est-à-dire en biochimie et puis en spécialisation en immunologie, très d'actualité en ce moment. Et j'ai travaillé ensuite dans la recherche fondamentale pendant plusieurs années, et puis ensuite dans l'industrie pharmaceutique, dans le domaine de la dialyse, pendant 12 ans. Voilà. Et cette expérience a été importante parce que, en fait, elle m'a permis de travailler sur une certaine rigueur, d'apprendre une façon de travailler rigoureuse, structurée. Et pour moi, c'est important parce que j'étais peut-être pas tout à fait suffisamment ancrée. Donc, ça m'a permis vraiment d'être bien dans un centrage et puis d'être dans cette quête d'une certaine recherche que j'avais déjà depuis toute petite. Et ça m'a permis de comprendre au bout d'un certain nombre d'années que cette recherche était extérieure et qu'ensuite j'avais besoin d'aller vers une recherche plus intérieure. Voilà. Donc, en 98, j'ai quitté le monde de la recherche et de l'industrie pharmaceutique. Pour moi, je ne trouvais plus mon compte par rapport aux valeurs, à mes valeurs. Donc, j'ai aucun regret d'avoir fait tout ce parcours, mais il était temps que je m'en aille pour passer à une autre tranche de vie. Et à ce moment-là, je suis partie en Touraine pour rejoindre mon compagnon qui est devenu mon mari. Et là, j'ai fait une reconversion en art-thérapie. Voilà, parce que c'était quelque chose qui me touchait beaucoup. J'avais fait de l'art-thérapie, mais en tant que sujet, en tant que développement personnel, et ça m'avait beaucoup attiré et touché, et notamment le fait de pouvoir s'exprimer à travers différentes expressions artistiques, même si j'avais peut-être une préférence un peu pour les arts plastiques. Mais de fait de pouvoir également toucher au modelage, de toucher à la danse, de toucher au chant, de toucher... la photo, j'en faisais depuis longtemps, mais ça m'a vraiment permis de voir que ça me parlait énormément. Et alors que dans l'industrie pharmaceutique, j'avais un rôle, je côtoyais beaucoup d'hommes, donc avec un poste qui était quand même de responsabilité, et c'était plus dans un côté masculin, si on peut appeler ça comme ça, plutôt yang. Et j'avais ressenti vraiment l'envie d'aller explorer une partie plus féminine et plus créatrice. Et donc pour moi, l'art-thérapie et les différents stages que j'ai fait à ce moment-là m'ont permis vraiment de voir qu'il y avait un champ des possibles fantastique et qui m'ont vraiment permis de trouver aussi un équilibre, parce que c'était un moment où je commençais un peu à avoir de la lassitude pour le métier que j'avais. Voilà, donc, et ça reste encore pour moi très important de faire la passerelle entre les différents arts. Et donc, quand j'ai fait cette formation moi-même d'art-thérapie que j'ai fait à Paris, à l'INE4, l'Institut national de communication et d'art-thérapie à l'époque, et ça m'a permis justement à nouveau de me confronter justement
à ces passerelles avec les autres arts, que j'ai beaucoup aimé. On était les plasticiens, les comédiens, les chanteurs, les danseurs, on était tous réunis, notamment la deuxième année. Et en fait, on a beaucoup travaillé justement l'ancrage, parce que dans le groupe, dans la session, l'année où j'ai fait partie de ce groupe, on était 15 sur 20 qui étaient de double culture. Donc j'ai trouvé ça vraiment très riche, parce que justement on a travaillé sur nos racines, et j'ai gardé un très bon souvenir de cette année-là. Et ça reste chez moi important de pouvoir justement partager cette richesse des différentes cultures dans lesquelles nous vivons, et cette richesse justement de partage avec tous les humains, avec nos richesses intérieures aussi. Voilà. Et là, j'ai notamment travaillé 2 ans avec des enfants handicapés moteurs, près de Tours. Et ça a été très riche pour moi aussi, parce que j'avais une enfance un peu compliquée au niveau de la santé. Et à l'adolescence, j'ai été 4 ans à l'hôpital pour une maladie de croissance. Et c'était pour moi une manière de remercier aussi toutes les personnes qui m'avaient accompagnée pendant ces années, faire aussi une petite boucle sur ma propre histoire, et de pouvoir moi-même aussi transmettre à ces jeunes, à ces enfants. Moi, j'avais les scolarisés, et ça a été très riche justement de pouvoir proposer toute une palette d'expériences, de propositions pour des enfants qui avaient des pathologies qui pouvaient aller de la myopathie jusqu'à différentes pathologies, soit dues à la naissance, des maladies auto-immunes, enfin c'est très vaste. Mais ce que j'ai appris au cours de ces 2 années, c'est de ne jamais voir quelqu'un dans une situation d'échec. Parce que entre les myopathes qui, eux, avaient au niveau cerveau, étaient tout à fait normaux, mais leur physique diminuait et puis c'était irrémédiable, et d'autres qui avaient des pathologies différentes, mais qui, à force de rééducation, etc., arrivaient à progresser, je m'étais dit, il faut que personne ne se sente dans une situation d'échec. Et j'avais trouvé des astuces pour que justement, voilà, même ceux qui ne parlaient pas, parce qu'il y en avait aussi qui ne parlaient pas, puissent se sentir dans le groupe et faire partie des ateliers. Voilà, donc ça c'était une très riche expérience. Et ensuite j'ai fait aussi des ateliers avec soit des enfants ou des adultes. C'est un mélange de développement personnel et d'art-thérapie. Et puis après j'ai eu envie justement de créer ma propre association en 2004, co-créée avec mon mari. Et cette association, nous l'avons appelée le Jardin du Créateur. Et pourquoi cette création de cette association? Pour me permettre de faire justement des mandalas, et notamment dans les écoles. Et donc il fallait un statut, et à la fois dans les écoles et en même temps dans toutes les prestations auprès d'institutions qui avaient besoin d'avoir une référence, et notamment l'association passait très bien. Et en Touraine, bien sûr, il y a beaucoup de châteaux, il y a beaucoup de jardins. Donc, en une dizaine d'années, j'ai fait pas loin de 80 mandalas éphémères de la nature. C'est-à-dire, c'est des mandalas où on utilise toute une série de matériaux naturels, que ce soit dans le règne minéral, avec les coquillages, avec les escargots, etc., et de l'animal avec des plumes par exemple, des nids d'oiseaux, etc. Du végétal évidemment avec tout ce qui est fleurs, et puis en même temps des graines telles que le maïs, le blé, l'avoine, qui servaient un peu de fond pour faire des mandalas. Et bien sûr après tout ce qu'on pouvait apporter de ce qu'on trouvait dans la forêt, etc. Et ces mandalas éphémères de la nature
pouvait aller de 2 mètres de diamètre jusqu'à 14 mètres de diamètre. Voilà. Donc 14 mètres de diamètre, c'est déjà grand. C'est grand, voilà. Donc, Et par exemple, un mandala de, on va dire, 14 mètres de diamètre, oui. Là je me pose la question de tu mets combien de temps? Alors, déjà, avec Marinette, qui était mon associée dans cette expérience des mandalas éphémères de la nature, disons que très souvent, on préparait, quand c'était 14 mètres de diamètre notamment, on préparait un tracé du mandala à l'avance. Parce que 14 mètres, c'est vraiment grand. D'ailleurs, on n'a pas fait plus, parce qu'après, on ne voit plus le centre. Donc, nous faisions nous-mêmes un tracé. Et, Pardon. Oui. Donc, un tracé, et en fonction des... On y va. Donc, pour ces mandalas de très grande taille, nous avons le plus souvent créé un tracé au départ. Et puis ensuite, avec les participants, petit à petit, on crée le centre. Parfois, c'était des créations avec une thématique. Et puis après, petit à petit, le mandala se remplit et se forme au fil de la journée. Donc, on peut arriver à faire un mandala en une journée. Et toi, est-ce que tu as on va dire des valeurs quand tu crées ton mandala? J'imagine, alors je sais pas, je me pose la question parce que moi, tu vois, dans mon esprit, je vois les Tibétains qui prennent vraiment énormément de temps, il y a vraiment le temps n'existe pas, c'est vraiment le faire et être dans le faire. Et toi, comment tu ressens ça? Alors, c'est une bonne question, une bonne remarque, parce que je dirais qu'il y a 2 temps. C'est ce que tout récemment, en faisant des mandalas jardin, j'ai proposé aux participants de suivre ce cheminement. C'est-à-dire qu'il y a 2 phases. Il y a la première phase qui est le pourquoi et la deuxième phase qui est le comment. Pourquoi, c'est se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai envie de participer, de faire un mandala ou de participer à un mandala? Et le pourquoi, c'est dans l'être. Parce que le pourquoi, c'est en fait une information qu'on reçoit, mais à l'intérieur de soi, et qui vient répondre à un questionnement. Alors que le comment, c'est le faire. Donc, je dirais le pourquoi, c'est l'information qui descend et qui, quand je fais par exemple un mandala à l'aquarelle, je me centre, notamment lorsque je fais un mandala à l'aquarelle pour quelqu'un, si on peut appeler ça comme ça, je me branche sur l'essence de la personne, que je connais ou pas d'ailleurs, et je vais ressentir à un moment donné, c'est comme si je recevais l'information de ce qu'il faut absolument que je fasse, que je réalise pour elle, que ce soit dans les couleurs ou parfois dans la forme, et parfois ça vient petit à petit pendant que je fais le mandala. Ça, c'est l'information. Et après, c'est donc l'état d'être dans lequel on est lorsqu'on réalise un mandala. Et ça, évidemment, les moines tibétains sont tout à fait dans cet état d'être, puisque eux, c'est tout un cheminement qu'ils apprennent tôt lorsqu'ils arrivent dans un monastère, parce qu'ils font tous des mandalas, mais après, il y a ceux qui acquièrent une certaine maîtrise. Et ensuite, le comment, c'est, une fois quelque part qu'on a cette information, c'est comment est-ce qu'on le réalise, c'est ce qu'on appelle la manifestation de ce qu'on a ressenti, la manifestation de cette information qui est descendue et qu'on va concrétiser dans la matière. Et ce qui est important, c'est que de bien comprendre, c'est que, mandala, c'est un mot sanskrit, en général les gens ne connaissent pas toujours l'origine, et le mot mandala, ça veut dire, en sanskrit, ça veut dire le point, le cercle, mais aussi la périphérie. Et c'est en fait une forme symbolique qui en fait exprime ou fait le lien entre le côté matériel, en lien avec la Terre, et le cosmos, où il y a le divin quelque part qui nous donne justement cette information, et l'humain qui en fait fait un peu la passerelle entre les deux. Alors, évidemment, chez les Tibétains, eux, la grande différence avec ce que moi je peux proposer avec beaucoup d'humilité, c'est que les Tibétains, eux, ça fait partie de leur tradition religieuse. Alors les mandalas
datent, des formes géométriques centrées, qui est la traduction qu'on pourrait faire en français. Les formes géométriques centrées existent depuis la nuit des temps, puisque tout dans la nature part du point, du cercle ou de la spirale. Donc quand je fais des mandalas avec les enfants, je fais un diaporama où je leur explique. Et comme ça, ils voient qu'effectivement dans la nature, tout vient de ces formes-là, ce qui fait que ça leur permet d'acquérir une vision différente de la nature, une autre vision des choses, une autre vision du vivant. Mais pour revenir aux mandalas, les mandalas donc, ont a priori été dans leur forme primitive trouvée par le Bouddha, donc qui a créé le bouddhisme. Et ensuite, ça a été transporté vers le nord. Et lorsqu'il y a eu des luttes entre l'hindouisme et le bouddhisme, donc les bouddhistes sont remontés vers les zones du Tibet. Et donc, petit à petit, ont amené aussi les mandalas. Mais il faut bien savoir que les mandalas ont été encore plus répandus à partir du moment de la lignée des Dalai Lama, en sachant que les Dalai Lama existent depuis le XVe siècle, seulement, au XVIe siècle. Donc, c'est tout à fait récent, quelque part. Oui. Alors que les mandalas existent depuis le IVe siècle. Voilà. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Et donc, pour les Tibétains, ce qu'il faut comprendre, c'est que eux, ils sont justement dans ce cheminement d'intériorisation. Mais pour eux, ça suit un cheminement religieux, parce qu'un mandala, c'est quelque chose qu'ils reproduisent de mémoire et qu'ils apprennent donc par cœur et qu'ils reproduisent, mais ils n'ont droit à aucune création personnelle. C'est-à-dire que si, admettons, le mandala de la paix, il y a des couleurs noires, jaunes et vertes, à un certain endroit, on ne va pas mettre du rose ou une autre couleur. Et pour les moines tibétains, donc c'est une représentation, le mandala est une représentation en fait en 3D, c'est la représentation d'un temple en 3D, en 3 dimensions, et qui leur permet d'une certaine manière de partir, lorsqu'on est initié, on part du centre du mandala vers l'extérieur, et lorsqu'on est un jeune impétrant, c'est quelqu'un qui n'est pas encore initié, eh bien on part de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Parce que parfois les gens me posent la question, mais quand en mandala il faut partir du centre vers l'extérieur ou l'inverse, alors sur un papier je leur dis explorez, vous allez voir. Mais par exemple, dans les labyrinthes, notamment le labyrinthe de Chartres, qui est un des plus connus au niveau des cathédrales, on part de l'extérieur, à travers tout le tracé qui représente en fait le cheminement pour arriver au centre qui est une rose, ce qui explique bien le nom des rosaces. Et en fait, ça correspondait à l'époque à un cheminement pour aller vers la Jérusalem céleste, pour les gens qui, au moment des croisades, etc., n'avaient pas la possibilité d'aller à Jérusalem. Donc, ils partaient de l'extérieur, du point extérieur pour l'entrée. Donc là, c'était un labyrinthe où on arrive au centre et puis on ressent qu'il y a une entrée, une sortie. C'est pas un multi-carrefour. Et en fait, souvent, ils le faisaient même à genoux. Et c'était tout un cheminement, comme tout un questionnement intérieur pour aller vers quoi ? Vers le pourquoi. Vers l'intérieur. Voilà, c'est-à-dire trouver, par exemple, une réponse par rapport, mais pourquoi dans ma vie ? Enfin, c'est un cheminement qui permet de se poser des questions sur sa vie, sur son vécu, éventuellement des pourquoi de tel et tel événement ont pu se passer. Et puis, une fois qu'on arrive au centre, quelque part, après tout un cheminement de dépouillement, où tout d'un coup, on comprend, on commence à toucher des compréhensions du parcours de vie. Et une fois qu'on est au centre, après, c'est comme si on vit une renaissance, parce que la rose, ça correspond au lotus en Asie. Donc, on revit une forme de renaissance pour repartir et aller vers le comment. Et comment est-ce que je vais poursuivre mon chemin de vie ? Donc, on retrouve toujours la notion du pourquoi et du comment. Et
malheureusement aujourd'hui, nous sommes, notamment en Occident, dans une société où on est beaucoup dans le comment et pas beaucoup dans le pourquoi. Et donc, et même dans le milieu de la recherche, moi ça m'a permis justement de comprendre pourquoi je suis sortie peut-être de ce milieu de la recherche tel qu'on le vit, moi je l'ai vécu il y a déjà quelques années, mais encore plus aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui dans le milieu de la recherche, on est dans cette dynamique du comment, c'est-à-dire de trouver des réponses, et donc en créant des hypothèses, mais on ne se préoccupe pas du pourquoi, où la réponse est intérieure. Et parce que malheureusement aujourd'hui, il y a des objectifs financiers qui prédominent, et c'est donc comment, en gros, faire du profit, quelque part. Bon. Et moi je l'ai vécu puisque à l'époque, mais c'est toujours à l'heure actuelle c'est comme ça, on a des subventions dans la recherche si on publie. Donc il faut trouver vite des résultats et voilà. Et donc pourquoi je parle de ça, c'est pour que je propose, quand je fais des ateliers aux personnes, mais ça explique aussi mon chemin à l'aquarelle, c'est-à-dire c'est être dans cette réception au départ, dans cet état d'être de réception de l'information qui vient en nous, pour essayer de comprendre, tiens, pourquoi est-ce que j'ai envie de faire un mandala ou pourquoi est-ce que j'ai envie de le faire de telle manière. Et ensuite, au bout de tout ce cheminement, on va vers le comment. Et moi qui ai fait à plusieurs reprises des mandalas en parallèle de tibétains, c'était tout à fait surprenant de voir leur réaction. Surtout que c'était des Tibétains, pour certains qui n'étaient pas beaucoup, qui n'étaient jamais sortis de l'Himalaya ou voir de leur village. Ils étaient très surpris de voir que moi, je pouvais démarrer un mandala le matin avec des gens que je ne connaissais pas, et puis le faire dans une journée, alors évidemment pas du tout aussi précis et détaillé, etc. Mais c'est une création en revanche que je propose. Puisque on part le matin, on ne sait pas ce qu'on fait. Donc toi, vraiment, si je peux me permettre, peut-être tes mandalas, c'est ton intuition. Quand tu parles de cette connexion, c'est ça. Oui. Pour moi, on est inspiré. Inspiration. L'inspiration, elle vient si tu sais respirer. Merci. Voilà. Donc, et pour respirer, pour bien respirer, il faut déjà être centré, ancré dans la matière. C'est-à-dire les pieds dans le sol et la tête dans les étoiles. Et à ce moment-là, lorsqu'on est dans cette respiration, moi je pratique beaucoup la roue d'énergie chinoise, qui est une façon de respirer et qui permet justement de faire tourner cette énergie, qui donne la pêche. On peut faire ça en faisant du qigong, du tai chi ou du yoga, enfin toutes les formes qui peuvent permettre aussi d'être dans cet état d'être. Et lorsqu'on est dans cet état, eh bien, on n'est plus dans la volonté mentale, mais on est dans une information mais qui vient du cœur. Et souvent, lorsque j'ai fait notamment, que ce soit des expositions, mais même des mandalas, les gens disent toujours « Ah, mais c'est beau, c'est harmonieux ». Et voilà. Et c'est lorsqu'on est dans la vibration du cœur, ou en tout cas, moi je vais parler à mon nom, lorsque je suis dans cette vibration du cœur, je dirais, mais vraiment avec humilité, il y a quelque chose qui fait qu'automatiquement, il y a quelque chose de l'ordre du beau qui s'installe, parce que ça correspond, en tout cas quand je fais moi quelque chose, ça correspond à l'essence, ou effectivement avec ce côté intuitif, mais en étant dans l'essence et en même temps dans l'essence en deux mots, c'est-à-dire en percevant, j'ai tous mes sens en éveil, si je peux appeler ça comme ça, et dans cette sensibilité, j'arrive à me connecter à une autre personne, ou tout simplement à moi, à moi-même, à mon intériorité, à ma profondeur, pour exprimer quelque chose qui en fait exprimer quelque chose qui a besoin d'être imprimé dans la matière. Voilà. Et par exemple, on m'a souvent dit que mes mandalas à l'aquarelle, je mets dans un certain nombre, soit je mets de l'écriture, ou je peux mettre aussi des collages de végétaux,
De l'écriture, elle est intuitive, cette écriture également? Alors non, l'écriture, jusqu'à présent, j'ai plus utilisé des poèmes ou des citations, des proverbes, pas mal. Alors ça peut être des choses soufis, ça peut être de différentes traditions, je dirais, de la planète, mais qui sont pour moi, en tout cas, des paroles de sages. Et j'aime les mettre dans mes mandalas. Et parfois, par exemple, en mélangeant les genres, c'est-à-dire, je m'étais inspirée une fois d'un mandala fait au Bhoutan, alors où il y avait évidemment des Bouddhas, enfin tous les côtés religieux. Mais j'ai repris un peu juste la structure, et puis moi j'ai collé des végétaux, et puis j'ai mis des phrases soufis dedans. Parce que justement, pour moi, ce qui me paraît important, c'est on est touché au niveau du cœur lorsque quelque chose est de l'ordre de l'universel. Voilà. Et je pense que peut-être le fait d'avoir pas mal voyagé, ma maman disait toujours qu'elle, qui est née aux États-Unis, qui avait beaucoup voyagé, enfin déménagé pas loin de 40 fois dans sa vie. Et lorsqu'on lui disait mais vous sentez quoi, elle dit mais moi je suis une terrienne, je suis citoyen de la terre quoi. Et donc quelque part c'est ce côté universel qui fait qu'on peut être dans cet état d'être et proposer quelque chose qui parle à tout le monde. Et aujourd'hui, je suis vraiment, j'ai mon intime conviction ou ressenti, perception, pour pouvoir se rassembler et se trouver sans être dans une marginalisation ou quoi que ce soit, c'est d'être dans cette universalité pour pouvoir partager et pas juste échanger. Parce que le partage, c'est justement lié au cœur. Merci Elisabeth. Donc toi, ta passion, c'est donc les mandalas, aquarelle, jardin, gourmand, éphémère de la nature, sable. Mais en t'écoutant, le mandala, c'est bien plus que ça en fait. Bien sûr. Et du coup, avec tout ce que tu viens de nous partager, c'est quoi la vie pour toi? La vie... Alors la vie, c'est je dirais à la fois un immense cadeau et en même temps, c'est quelque chose que d'ailleurs j'ai pris conscience relativement récemment, mais vraiment de l'intérieur, c'est de comprendre que nous recevons la vie de nos parents de façon transgénérationnelle, nous la recevons et en même temps que de la recevoir et donc remercier nos géniteurs de nous l'avoir donnée, c'est aussi de la prendre à pleine main. Bon. Et moi, dans mon parcours, pour différentes raisons, eh bien, je ne l'ai peut-être pas forcément prise à pleine main. Et donc, tout mon parcours, ça a été justement d'être sans cesse en confrontation avec la matière, d'une certaine manière, pour réellement m'incarner et être dans ce corps physique que parfois on n'aime pas forcément. Alors, moi, c'était difficile parce que justement j'étais très malade. Donc, corps c'était égal souffrance. Maintenant, heureusement, c'est passé. Mais disons, en tout cas, dans mon propre chemin, ça a été de comprendre que cette vie, il faut se l'approprier, se la prendre à pleine main, à plein corps. Et ensuite de pouvoir partager ensuite tout ce qui nous a été donné. Et en tout cas dans mon parcours, c'était de comprendre qu'en tant qu'être humain, lorsqu'on a reçu cette vie, c'est de prendre sa place, c'est de prendre réellement sa place, ça veut dire d'habiter dans son corps et pas cuicui des petits oiseaux ou quoi que ce soit. Et de prendre sa place et en même temps d'être à sa place. Parce qu'ils sont deux choses différentes. Parce qu'être à sa place, et je pense que c'est d'autant plus important de nos jours, être à sa place, c'est être à la place qui nous est demandée sur un plan spirituel, je dirais, par le parcours de notre âme, ou en tout cas ce qu'on peut ressentir au plus profond de soi, c'est de dire, ben voilà, moi je sens que mon chemin c'est d'être là, et non pas dans un formatage qui nous est donné
par notre société, notamment occidentale. Et encore plus aujourd'hui, où le formatage se fait encore plus fort. Et donc, ce qui me semble, moi, très important, c'est que dans cette démarche du mandala, justement, c'est de comprendre qu'un mandala, c'est une onde de forme, c'est un vortex d'énergie, et qu'en cheminant dans le mandala, quelque part, ça nous permet de nous relier à la mémoire de forme, à la mémoire. D'ailleurs, les Tibétains, eux, justement, parce qu'ils l'apprennent par cœur, pour eux, c'est un cheminement personnel et religieux, puisqu'ils s'identifient au Bouddha qui est au centre de leur mandala. Par exemple, quand c'est le mandala de la paix, le centre va représenter le Bouddha de la paix. Et qu'en faisant ce mandala, justement, en chantant, récitant des mantras, ils vont vraiment se relier, s'identifier au Bouddha qui est au centre, pour aller vers ce qu'ils appellent l'illumination ou l'éveil. Donc, moi, je ne suis pas bouddhiste, mais ça a été un cheminement, je dirais, à ma façon, pour trouver ma place, pour sentir que ma place, moi c'est mon ressenti depuis des années, c'est de proposer en tout cas un chemin qui mène vers la beauté et l'harmonie. Et donc à travers le mandala, c'est ce que je propose. Et en même temps, en aidant notamment les enfants, en s'ancrant, en se centrant, en réalisant quelque part, en prenant conscience que justement, que moi je vais beaucoup travailler au sol, donc que la terre est importante pour nous, que c'est précieux, et que la vie est donc, nous a été donnée, mais qu'on peut vivre grâce aussi à notre environnement, à la nature, grâce à je dirais 5 sens, parce qu'il y a aussi l'éther, disons. Mais tout ça, pour moi, c'est devenu tout un cheminement intérieur où comment dirais-je, j'intègre au fur et à mesure de plus en plus toutes ces notions pour aller vers le bien-être et proposer d'accompagner vers le bien-être et tendre avec beaucoup d'humilité, vers la voie de la sagesse. Et est-ce que tu aurais peut-être une phrase ou un mot qui te parle? Ça peut être, je sais pas. Je vais dire l'amour. L'amour, l'énergie du cœur. Voilà, l'énergie du cœur, et aussi l'amour, parce que la vie, en fait, quelque chose, c'est déjà dans le geste de la conception, c'est normalement, tant possible, c'est un moment d'amour où la vie est donnée. Tout dans la vie, dans les différents règnes du vivant, c'est l'amour qui génère la vie, quelque part. Et je dirais aussi que, justement, dans cette onde de forme qui descend du divin, c'est aussi la source d'amour qui génère le tout. Donc l'amour. Voilà. Merci Elisabeth. Merci Clara de m'avoir invitée. Eh ben, écoute, c'était un plaisir, franchement. Ici, on est à Aberpoch, donc ça c'est pour nos auditeurs. Oui. Comme pour tous nos invités, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour te contacter, tout sera en lien sur la chaîne YouTube, sur le podcast Le Pan. Oui. Et pour finir, donc je finis les interviews souvent de la même manière, c'est toujours les mêmes questions et en même temps les réponses sont toujours totalement différentes. Oui. Là, je vais te dire 7 mots et du tac au tac. Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça vient, du coup, réveiller dans ton intériorité? D'accord. Rouge. La vie. Oiseau. On est plusieurs. Le faucon et l'aigle. L'orchidée. L'orchidée. La royaume de la souveraineté. La théière. Une théière. Une théière. La cérémonie du thé. Du Japon. Oui. La rage. La rage, c'est l'obstination de vivre. Intéressant.
L'améthyste. L'améthyste, ça c'est une pierre qui me parle beaucoup. L'améthyste, c'est la reliance au divin. Chaud. Chaud devant. Merci beaucoup Elisabeth, ce fut un plaisir d'être à tes côtés et pour tout ton partage. Oui. Merci beaucoup. Et en tout cas, je voudrais juste bien sûr te remercier qui est une première pour moi de faire une interview de ce type. Et puis de dire en tout cas que je suis toujours ravie de pouvoir partager tout mon savoir-faire et mon savoir-être avec ceux qui le souhaitent. Merci pour le partage Elisabeth. Merci. Merci.